Dans la plupart des pays du monde, c'est encore une malédiction de naître fille. C'est juste une catastrophe. Il y avait une chance sur deux, on tombe vraiment du mauvais côté, on va être moins nourri, moins éduqué, marié de force, probablement tabassé et peut-être violé. C'est le cas probablement dans la plupart des pays du monde, encore en 2020. Je n'avais pas entendu parler de Gisèle Halimi depuis un bon moment, alors que nous nous étions rencontrés au fil des années, ou j'allais dire presque au fil des décennies, puisque je la connaissais depuis une trentaine d'années. Et puis j'ai eu envie d'abord de faire une longue conversation pour Le Monde. Je l'ai rencontrée, ça a été un peu long, et puis nous avons fait 3 pages au départ dans le journal Le Monde l'année dernière, en fait, en septembre 2019. Et puis la conversation était tellement agréable, tellement riche, tellement passionnée de sa part, qu'on a eu envie de continuer avec l'idée peut-être de susciter des envies, de transmettre un flambeau aux jeunes générations, aux filles comme aux garçons d'ailleurs. Mais je crois qu'elle avait le sentiment qu'elle avait 2-3 choses à raconter, peut-être la cohérence d'un parcours, ça j'y tenais réellement. On voit la force, la détermination au départ d'une petite fille puis d'une féministe engagée, et puis l'envie de transmettre quelque chose, quelques principes forts sans doute, et puis quelques recommandations. Je ne sais pas si elle aimerait le mot recommandation parce qu'elle n'était pas du genre à apprécier les conseils pour sa part, mais en tout cas quelques principes sur lesquels pouvaient se fonder des vies et qui étaient nécessaires en tout cas à un combat pour l'égalité. Dans ce livre, quand j'ai eu mon premier avortement, que j'étais étudiante à Paris, j'avais 18 ans. Solitude, pauvreté, culpabilisation, crainte de la justice car je commettais un délit, tout ça, avortement dans les pires conditions. Je me suis rendu compte tout à coup que oui, j'étais une fille, mais je n'étais pas comme un homme, puisque les hommes, leur corps leur appartenait tout de même, mais que moi, il pouvait être pousser en moi quelque chose. Donc, ouais. Je ne voulais pas arrêter ma vie, mon projet. Et c'est à partir de ce moment-là, je crois, que sans théoriser, je dis bien, hein, c'est la différence, et je le dis dans mon livre, entre Simone de Beauvoir et moi. On a fait des parcours inverses. Moi, c'est mon vécu, mon enfance qui m'a asphyxiée, qui m'a rendue féministe. Ouais. Oh, la toute première rencontre, c'était il y a peut-être une trentaine d'années. J'étais jeune journaliste au Monde et elle m'avait téléphoné pour me dire qu'elle avait lu un article. Il me semble que c'était l'article que j'avais fait sur les femmes de marins-pêcheurs du Guilvinec. Et en me disant, écoutez, j'ai été bouleversée par votre article qui montrait une sensibilité pour l'existence de ces femmes dont on ne parle jamais. J'aimerais bien qu'on déjeune ensemble. J'adore déjeuner avec les jeunes femmes, disait-elle, et jeunes journalistes, j'imagine. Et donc, ça avait été un déjeuner. Bon, moi, j'étais très impressionnée, mais c'est vrai que c'était très passionnant parce qu'elle incarnait la passion, le combat, la vigilance, le fait d'être toujours attentive aux inégalités, précisément, entre les garçons et les filles, et puis à la nécessaire, je dirais, solidarité entre les femmes. Et je crois que c'est ça vraiment qui m'a plu tout de suite. Ensuite, pour le livre, effectivement, je me suis rendu compte que 30 ans après, la flamme était intacte. Dans les annales, dans les livres d'histoire, elle restera notamment comme celle qui a défendu l'avortement dans un procès totalement exemplaire, le procès de Bobigny, dans lequel, peut-être pour la première fois, des femmes revendiquaient avoir fait ce dont on les accusait et accuser la loi. Et c'est un peu, au fond, la marque de fabrique d'une certaine façon de Gisèle Halimi, c'est-à-dire qu'elle passait au-dessus de la tête des juges et des magistrats pour s'adresser à toute la société française et puis pour susciter un débat. Et je pense que ça, à partir de ce procès réellement exemplaire et qu'elle a gagné, eh bien, les choses ont été grandement facilitées pour le débat sur l'avortement et pour la loi d'ailleurs qui, 2 ans après, allait être votée et largement et magnifiquement défendue d'ailleurs par Simone Veil, qu'elle connaissait, qu'elle appuyait et avec laquelle elle ressentait une grande complicité. C'est déjà une première étape parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en 3e lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape.
Elle a été menacée, elle recevait des cercueils, elle a été insultée, elle a été battue, elle a été emprisonnée, elle a été condamnée à mort par l'OAS. Elle a échappé probablement à plusieurs attentats. Et puis après, dans ces débats, fini la guerre, mais même dans ces combats contre le viol, contre l'avortement, etc., elle a été conspuée, elle s'est pris des coups. Réellement, elle a souvent plaidé sous l'opprobre. On a du mal à s'en rendre compte maintenant, ça paraît une évidence de se battre pour l'avortement ou évidemment pour condamner le viol. Mais à ce moment-là, c'était des sujets très sulfureux, très risqués, y compris pour sa réputation. Elle a été sanctionnée par l'ordre des avocats quand elle a dit à la barre « Je suis une avocate qui a enfreint la loi ». Qui a avorté, c'était terriblement audacieux réellement. Il faut remémorer ça, je pense, de Gisèle Halimi. Elle était parfois découragée, c'est vrai, en tout cas désolée de s'apercevoir qu'on était vraiment loin du compte. Et puis pour ce qui concerne nos sociétés, oui, elle avait quand même l'impression que, disait-elle, on a bien déblayé le terrain, les féministes ont fait de grandes choses. Elle ne disait pas des acquis, il y a eu des avancées. Mais précisément, ces avancées n'étaient pas des acquis. Elle insistait toujours sur le fait que, à tout moment, la moindre crise économique, politique, humanitaire peut remettre en cause le droit des femmes. Elles sont toujours plus vulnérables. Donc elle appelait à la vigilance, évidemment, à la solidarité des femmes, ce qui lui semblait mais essentiel. Je pense qu'elle observait avec sympathie les mouvements, les ferments de révolution, de révolte en tout cas, qu'elle constatait maintenant chez les jeunes femmes qui n'ont plus peur de ce joli mot de féministe, mais ça lui semblait loin d'être suffisant. MeToo, c'était pas une femme des réseaux sociaux, c'était pas sa génération. Je trouvais que c'était formidable parce que ça montrait quand même que les femmes prenaient conscience de leur sororité et sans doute d'une solidarité, d'une communauté en tout cas de malheur, souvent de souffrance. Mais une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait? Elle trouvait que ça n'allait vraiment pas plus loin. Les femmes doivent s'organiser, organiser des réseaux de solidarité et puis se battre au niveau politique et puis au niveau de la justice. Ça restait une femme de droit, le droit était son instrument et donc elle entendait à ce qu'on se saisisse de la justice parce qu'il ne fallait pas que le déclaratif induise des injustices pour des gens faussement accusés. Elle était très attentive à ça. Ça m'a surprise quand j'en ai entendu parler la première fois et je vois que des milliers de femmes et d'hommes d'ailleurs ont fait des pétitions pour qu'elle soit panthéonisée. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que dans cet endroit dont on devrait évidemment d'urgence changer la fameuse phrase sur le fronton aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est juste invraisemblable qu'on n'ait pas pensé encore à changer ça, eh bien elle pourrait avoir sa place. Et le fait même qu'on en parle, que ce soit débattu, me fait plaisir. Ça montre quand même que la société évolue. Et nous les femmes devrions toutes être reconnaissante envers des femmes comme Simone Veil et Gisèle Halimi parce qu'elles ont tracé un chemin. Quand on a connu ou lu ces femmes et quand on sait à quel point elles se sont battues et ce que ça a exigé d'elles, eh ben, on n'a pas le droit d'être passive. Si elles pouvaient être panthéonisées pour montrer qu'il y a des héroïnes, pour montrer que l'histoire n'a pas été faite que par les hommes et parce qu'il y a des femmes qui ont compté, ce serait formidable. Qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité.